Oui, il faut que je dissipe. Il y a évidemment, c'est les anciens qui sont les plus dissipés dans la classe. Nous commençons l'enregistrement, chers amis. Donc, je commence par les remerciements traditionnels. Et d'abord à l'auteur, qui est donc né la même année que le PSG, que PSG, pardon, que PSG, et donc Grégory Proch, qui va nous raconter, qui va nous raconter tout ça, qui va nous raconter l'ouvrage qu'il a eu la gentillesse de venir nous présenter ce soir, et puis tout ce qu'il jugera opportun de dire et de raconter ce soir, justement. Donc Grégory, à toi la parole. D'accord. Merci d'être venu. En tout cas, désolé d'avoir été comme très très en retard. Comment je vais vous présenter ça? J'ai beaucoup changé de formule de présentation, parce qu'elle s'use aussi vite qu'on les... Celle qui a le plus résisté pour l'instant, c'est l'autobiographie d'un banlieusard qui se croyait parisien. Il y a l'avantage de placer à peu près tous les éléments du livre. C'est donc exclusivement autobiographique et un peu historique pour le parcours de PSG et l'époque, qui est majoritairement la fin des années 70, les années 80. Il y a une ellipse un peu rapide sur les années 90, et ensuite retour à partir du milieu des années 2000. C'est en fait, j'ai essayé de suivre dans cette logique-là ma propre assiduité par rapport à PSG, que ça soit au Parc des Princes ou à la télé, ou dans les journaux, puisqu'il fut une époque où je lisais assidûment et quotidiennement l'Équipe et le Parisien, et hebdomadairement France Football. Et dans les années 90, je me suis un peu éloigné de PSG pour 2 ou 3 raisons majeures. La première, mon joueur préféré était parti, Safet Suzic, qui quitte Paris Saint-Germain en 1991. La même année, Canal+ rachète Paris Saint-Germain. Et c'est pour moi pas à l'époque la meilleure nouvelle qui puisse arriver. D'abord, je déteste le changement, et spécialement en foot, et dans l'idéal, j'aurais aimé que PSG joue pendant 200 ans avec exactement les joueurs que j'aimais, éternellement. Et donc, à cette époque-là, en plus, j'entre en fac, je commence à penser qu'il faudrait que j'écrive, donc je lis beaucoup. Et il devient compliqué de s'intéresser à un PSG où il n'y a plus personne qui m'intéresse, où il y a Canal+ partout. Et donc, jusqu'à ce que, au milieu des années 2000, j'ai cofondé un journal qui s'appelait Tant pis pour vous, qui était une espèce de journal satirique. Et il s'est trouvé qu'à l'intérieur de Tant pis pour vous, il y avait 3 ou 4 vrais supporters parisiens d'une autre génération que la mienne, qui avait en moyenne 10 ans de moins. Et qui donc, eux, étaient venus au PSG par Canal+, d'une certaine façon, par Rai, par l'équipe des années 90, qui est aujourd'hui communément admise comme la première grande équipe. Tandis que moi, avant, je tenais pour très 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 grande une équipe qui ne valait pas un quart de ce qu'elle a été à partir des années 90 ou de ce qu'elle est naturellement aujourd'hui. Et donc j'ai essayé dans le livre de suivre et d'épouser ces deux logiques, la mienne et celle de PSG qui continue. Et vers la toute fin du livre, je rencontre en fait ma compagne qui a un enfant qui a 6 ans. Et depuis toujours, je m'étais dit que les enfants garçons avant 6 ans ne m'intéressaient pas, parce qu'ils ne parlaient pas beaucoup, qu'ils n'étaient pas très autonomes, mais qu'à partir de 6 ans, ça me semblait évident qu'ils ne pouvaient que m'entendre. Et c'est ce qui s'est produit. Il avait 6 ans, on s'est rencontrés, on s'est bien apprécié tout de suite. Et je l'ai, malgré moi, ou inconsciemment, ou très volontairement, en tout cas je l'ai précipité dans PSG, alors que sa mère tenait à ce qu'il fasse du cross et du judo. C'est quand même des sports beaucoup plus sages, beaucoup plus sains à tout point de vue, et pour lesquels il était assez doué.
Mais on a commencé par jouer au foot ensemble dans la rue, et puis on a regardé les matchs de foot ensemble à la télé. J'ai été le vieux con qui dit que 20 ans avant, il y avait des joueurs beaucoup plus formidables que ceux d'aujourd'hui. Au point que, il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à une interview, il était venu avec moi, et on nous a demandé à tous les deux de faire ça c'est vraiment un exercice de footeux, un 11 idéal, c'est-à-dire une équipe de PSG transhistorique. Et lui, à 15 ans, il a mis dedans Safet Suzic, qu'il n'a jamais vu jouer. Tellement, j'en ai conclu que je l'avais beaucoup épuisé avec tout ça. Et depuis, nous allons régulièrement ensemble au Parc des Princes, qui ressemble plus à grand chose par rapport à l'idée que je m'en faisais, plus jeune, qui est devenu une espèce de cirque, un Barnum, où on mange du pop-corn, où des mamans emmènent les enfants aux toilettes en plein milieu du match, enfin des choses qui me laissent sans voix à chaque fois. Mais comme je suis devenu minoritaire dans le stade, je subis ça. Alors, pour reprendre au tout début, j'ai plongé dans le foot par les livres, bizarrement, parce qu'on n'avait pas la télé dans mes 8-9 premières années. Et en fait, ma grand-mère travaillait dans une librairie, avenue Mozart. Et en fin d'année 1976, on nous a donné un exemplaire de l'année du foot, qui à l'époque était un livre très luxueux, mais la jaquette qui contenait des photos avait été déchirée, donc étant plus vendable, le gérant moi je croyais qu'il me l'avait offert, mais en fait il s'était débarrassé auprès de ma grand-mère d'un exemplaire qui n'avait plus cours, que j'ai quasiment connu par cœur, tellement je l'ai lu, relu, relu. C'était écrit par Jacques Thibert, qui était le rédacteur en chef de France Football à l'époque, et qui me permettait à l'école de faire illusion, parce que je piquais dans son livre tout un tas de formules journalistiques, qui dans une rédaction d'élèves de CM2 faisait très chic, même s'il pouvait m'arriver de faire des contresens sur les formules. Et des hasards de vie, enfin une de mes tantes a rencontré un homme avec qui elle est sortie pendant 3-4 ans, qui était chauffeur-livreur chez RTL. Et RTL à l'époque est le sponsor de Paris Saint-Germain. Et donc il récupère des places pour des concerts, pour des matchs, etc. Et donc en octobre 1977, pour la première fois, je vais au Parc des Princes, PSG bat 3-8-2. C'est pas si fréquent. Et presque 30 ans plus tard, la première fois que j'emmènerai mon beau-fils voir un match, PSG gagnera 6-2. C'était les deux seules occurrences où on a gagné avec autant de... Enfin, il y a 2-3 autres matchs où on a gagné plus. Enfin, j'aime à penser que chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important pour moi avec PSG, il y a un triomphe. Et pendant 3-4 ans, je suis allé 3-4 fois par an avec le copain de ma tante au Parc des Princes, à divers endroits du stade. Et à l'époque, PSG était minoritaire dans son stade, c'est-à-dire que Paris étant constitué quand même majoritairement de provinciaux, quand il y a un match à l'époque entre PSG et Saint-Etienne, il y a 30 000 Stéphanois et 10 000 Parisiens. Donc PSG, il faut quand même l'avoir en tête, a longtemps joué à l'extérieur, 38 matchs par an, jusqu'à ce que Canal+ arrive en fait. Et donc j'allais au Parc des Princes au début très innocemment, et puis vers 15 ans, j'ai commencé à y aller en étant un peu plus remonté, un peu plus vindicatif, un peu plus adolescent. Et le fait que les supporters parisiens soient minoritaires dans le stade contribuait à les radicaliser et à les rendre très sectaires, ce qui pour un mec de 15 ans est irrésistible. Donc je me suis retrouvé dans une tribune qui a très mauvaise réputation historiquement, la tribune Boulogne, qui a mauvaise réputation à juste titre et pas à juste titre. Là, il y a un parallèle avec l'époque, au milieu des années 80, si je schématise, en gros, François Mitterrand écrit au président de Chêne pour demander que Jean-Marie Le Pen soit invité régulièrement, puisque je crois que c'est la perspective des législatives de 86. Oui, c'était instiller un ersatz de proportionnel. Voilà. Et réussir à diviser d'autant la droite qui s'annonçait majoritaire. Oui, pour éviter de perdre les élections, il n'a pas hésité, cette saloperie de Mitterrand, à ouvrir grand la porte au Front National.
au souvenir de ça. Et en parallèle à ça, et de façon inconsciente ou très perverse, les médias, dans toutes les émissions un peu sociétales, si je puis dire, les émissions de Ciel Montmardi, les émissions de Chavannes, les émissions de débat, ont commencé à s'intéresser beaucoup à l'extrême droite. C'est devenu une espèce de marronnier permanent. Et à cet égard-là, le public parisien et la Tribune Boulogne et un certain nombre de, je ne sais pas comment les appeler, d'activistes ou de fauteurs de troubles, de pratiquants du coup de poing, se mettaient en évidence. Et les skinheads, qui étaient, on va dire, en moyenne une cinquantaine au parc et dans les grands matchs 100 et quelques, c'est-à-dire si on y réfléchit, très peu de gens, mais qui, une fois mis sous les caméras, ils étaient très bons médiatiquement. C'est-à-dire il y en a un qui existe toujours, qu'on trouve toujours sur les réseaux sociaux, Serge Ayoub, qu'à l'époque on appelait seulement Batskin, un type qui ne s'est jamais intéressé au foot, qui n'a jamais rien compris, mais qui disait que c'était un très bon espace de recrutement et une très bonne agora. D'autant plus qu'à l'époque, pour lui, le débat d'idées s'arrêtait généralement à un coup de poing, rapidement donné par lui, et qu'il était déjà très costaud. Et donc il trônait effectivement au milieu de la tribune, ce qui fait que les gens qui regardaient la tribune, qui y arrivaient pour la première fois, pouvaient penser qu'il en était le chef. Mais en fait, cette tribune était beaucoup plus compliquée que ça. Moi, je dirais que c'était des banlieusards blancs, parce que dans Boulogne, c'était très majoritairement blanc. Mais il y avait quand même aussi dans le parc une minorité portugaise, beaucoup d'Antillais depuis le début de l'histoire de PSG, et toute une partie de la tribune présidentielle où il y avait des gens du Sentier ou des gens du cinéma. Et donc, dans ce qui est constitutif de PSG et du public parisien, il y a depuis le début un grand écart permanent entre des gens qui ne devraient pas s'entendre, qui ne s'entendaient pas très bien. Et donc cette tribune Boulogne avait très mauvaise presse, il y avait du hooliganisme dedans, du hooliganisme complètement dépolitisé, mais qui faisait quand même des dégâts. Il y avait les skinheads qui, eux, récupéraient les micros dès qu'ils venaient, d'autant plus que les autres supporters parisiens boycottaient les médias. Et donc, il y avait d'un côté des skinheads qui faisaient comme s'ils contrôlaient la tribune, et d'autre côté des supporters parisiens qui refusaient de pactiser avec les médias. Donc le malentendu a persisté, la tribune est devenue officiellement une tribune fascisante. Bon, moi qui y allais à l'époque, je peux dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y avait des gens qui allaient au stade pour se défouler. Il y a un reportage qu'on trouve sur YouTube en 1988, et il y a un type qui est très touchant, qui dit que toute la semaine au boulot, il se fait humilier, que c'est épouvantable, qu'il bosse comme un chien pour un salaire de merde, et que la seule chose qu'il fait tenir, c'est la perspective d'aller au parc le samedi soir. Alors, certains, c'est pour se défouler, d'autres, c'est parce qu'ils aiment vraiment le foot, mais en tout cas, la dimension politique qui a été accolée à cette tribune ne correspond pas aux motivations des gens qui étaient dedans. Alors, dans le livre, je m'amuse à noter qu'à l'époque, la tribune était décrétée fascisante parce qu'elle chantait la Marseillaise une fois par match. Et j'avoue que quand les gens chantaient la Marseillaise, ils n'étaient pas antiracistes. Mais aujourd'hui, tout le monde chante la Marseillaise dans tous les stades et on emmerde tous les joueurs de l'équipe de France qui ne la chantent pas. Ce qui, paradoxe par paradoxe, m'amènerait presque à dire qu'au final, la tribune Boulogne était d'avant-garde et qu'elle annonçait ce qui est devenu tous les enjeux qu'on a mis dans le football au fur et à mesure. À l'époque, pour les supporters parisiens que j'ai vus, c'était plus parisien que français. Et la Marseillaise servait à correspondre à l'idée on est de droite, on est blanc, on s'en fout, on vous aime pas. Qui était vraiment un mot d'ordre affiché. Bon, voilà, ceci posé pour la tribune Boulogne, qui n'est pas défendable, donc je ne la défendrai pas, mais quand on était un supporter parisien et qu'on ne voulait pas se retrouver au milieu des Stéphanois, des Lensois ou des Bordelais, on se retrouvait à Boulogne. Canal+, au moment où ils ont racheté PSG, avait déjà en tête qu'il fallait résoudre le problème de la tribune Boulogne, qui était catastrophique en termes d'image. Et
Les gens de Boulogne étant des doyens, parce qu'ils sont là depuis 1974-75 dans le Parc des Princes, il est très compliqué de les foutre dehors ou de casser leur groupe. Donc l'idée de Canal+, c'est de remplir la tribune qui fait face à Boulogne, qui s'appelle la tribune Auteuil, la remplir de gens qui viennent à l'époque de banlieue. Mais une banlieue, je veux dire, plus maghrébine, plus africaine d'origine. Et ça, en fait, il m'a été permis de l'observer alors que je sortais de l'orbite PSG, j'étais pion dans le 91, et j'ai vu passer tous les 15 jours des places que PSG offrait aux conseils généraux, aux conseils régionaux, etc., pour les gamins du 91, du 93, etc., pour garnir cette tribune, constituer un public et d'une certaine façon banaliser et marginaliser les gens de Boulogne. Ça a en partie réussi, et ça a au moins fait que dans les années 90, il y avait 25-30 000 spectateurs de moyenne au Parc des Princes, ce que moi j'avais jamais vu auparavant, et il y avait un public beaucoup plus bigarré et beaucoup plus représentatif pour finir. Mais toujours, j'insiste, c'est vraiment une de mes, pas obsessions, mais une des marottes dans le livre. Ça a beau, le Parc des Princes a beau être dans le 16e, PSG, un club de riches, le public a toujours été banlieusard. Et il continue de l'être aujourd'hui, en très très grande majorité. Et donc, à partir des années 90 et de Canal+, il y a cette tribune Auteuil, puis peu à peu d'autres qui sont prises, comme je dis, moi je dirais par le 93 pour aller vite. Ça s'est pas passé sans heurts, il y a eu tout un tas d'affrontements que moi j'ai regardé de loin parce que je n'allais plus au parc, mais il m'échappait pas quand même que dans l'actualité régulièrement il y avait des affrontements et les supporters parisiens étaient peut-être encore plus friands de bagarres entre eux que de bagarres avec les autres. Donc il se passe tout ça, moi je regarde ça d'un peu loin, et quand j'y reviens dans les années 2000, il y a un public extraordinaire au parc, mais il n'y a plus d'équipe. C'est-à-dire quand j'y suis retourné en 2005-2006, PSG est 16e du classement, chaque année ils sont sur le point de descendre ou presque, mais il y a 35 000 spectateurs admirables, qui chantent même quand il pleut, même quand l'équipe est dégueulasse, même quand on se fout vraiment d'eux, ils sont là. Et à partir de ce moment-là, il y a un vrai, définitif public parisien, qu'à mon sens, on a recassé au moment où les Qataris ont acheté PSG, c'est-à-dire en 2011, parce qu'eux ne voulaient pas de ces supporters qui sont intenables. Parce que ce soit ceux de Boulogne ou d'Auteuil, ils faisaient des dégâts. Ils se battaient aux abords du stade, etc. Donc, ça continuait de donner une assez mauvaise image. Et les Qataris, je pense, étaient sur le projet d'acheter PSG depuis un petit moment, mais ne voulaient pas de ce club-là. Et donc il a été demandé à un des derniers présidents d'avant eux de procéder comme on l'a fait en Angleterre, où il y avait beaucoup de hooligans, c'est-à-dire à la fois augmenter les tarifs des places pour censitairement virer toute une partie de public populaire, et on a cassé les groupes de supporters fonctionnent toujours associativement, et généralement ils ont des représentants qui achètent les places par 100 ou par 200, et qui donc installent tous leurs membres. Et depuis 2010, je crois qu'on ne peut plus acheter plus de 4 places d'un coup, même en structure, même en étant une association. Donc, ce qui fait que dans une tribune, il ne peut plus y avoir 200 places, ou 300 ou 500 places réservées à un groupe de supporters. Alors ça a permis de domestiquer le public parisien, de pacifier le stade, mais ça a tué toute ambiance, et ça a tué toute la dimension supporter, qui fait que ce que je vous disais tout à l'heure, maintenant au Parc des Princes, je pense que bientôt il y aura des pom-pom girls, enfin on va vers le Super Bowl d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'avec la vidéo qui intervient dans l'arbitrage, on fractionne le jeu, qui dure forcément de plus en plus longtemps, puisqu'il ne cesse plus de s'arrêter. Donc, et d'une, il y aura de la pub à plus ou moins long terme. C'est le but. Et on va complètement détruire la temporalité pourtant sacrée du foot. Et on se dirige, je ne veux pas être prophète, mais enfin il ne m'étonnerait pas que d'ici 10-15 ans, un match de foot dure 3 heures, 3 heures et demie, et non plus 1 heure et demie plus 15 minutes de pause. Parce qu'on reverra à l'infini, comme l'a annoncé par exemple Platini, qui est un fervent adversaire de la vidéo. On demandera la vidéo pour un oui, pour un non. Tout le monde sera fondé à la demander.
ce qui posera la question de savoir à quoi sert un arbitre, puisque c'est les caméras qui diront ce qui s'est passé. Je ne veux pas rentrer dans le débat sur la vidéo, mais il y a 1000 questions jamais posées et donc jamais résolues sur la vidéo. Mais enfin, en tout cas, l'objectif, c'est d'en faire un très grand spectacle qui dure très longtemps, dans lequel on pourra mettre des chanteurs, on pourra mettre Et surtout des pubs. et des pubs partout. C'est ça aux États-Unis. Bien sûr. Ah oui, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, jusqu'à maintenant, le football n'a jamais pris. Il prend populairement. Moi, quand j'avais 8-9 ans, à New York, on a lancé un club de vedettes, un All-Star qui s'appelait le Cosmos de New York, dans lequel des vieux professionnels comme Beckenbauer ou Pelé, surtout Pelé, ont fait leur dernière pige, 1 an ou 2, très bien payés. Alors c'était des terrains synthétiques. C'était un peu étonnant, mais ça marchait très bien auprès du public. Les stades étaient remplis. Mais la télé, ne pouvant pas mettre des pubs sur des séquences de 45 minutes, la télé a jamais diffusé le soccer, comme ils disent, dans des conditions normales. Donc le foot n'a jamais pris là-bas, malgré une Coupe du Monde en 94, malgré tout un tas de tentatives. Il y a du football féminin, les gamins jouent énormément au foot, et beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans, mais ça passe toujours pas à la télé. Oui, d'autant plus qu'il y a maintenant bientôt 30% de latinos. Absolument. Mais comme pour l'instant le jeu n'est pas fractionné, il peut pas endurer de rupture publicitaire. Et donc pour l'instant aux États-Unis, Dieu merci, le foot ne passant pas à la télé, il est préservé. Mais enfin, il ne faut pas se leurrer, c'est logiquement ce qui devrait se produire. D'autant plus qu'on a des athlètes de plus en plus puissants, de plus en plus performants. Je veux dire, c'est physique, vous regardez Platini, en 1978, il est maigrelet, il a les jambes musclées, c'est tout. Vous regardez aujourd'hui n'importe quel joueur de n'importe quelle équipe de première ou de deuxième division, c'est des monstres, ils font tous au-delà d'1m80, sauf, il y a toujours un ou deux joueurs petits, un peu techniques, mais même eux sont très puissants physiquement. Messi, le joueur de Barcelone, est très puissant, c'est pas un gringalet. Et ces joueurs de plus en plus puissants, d'après moi, logiquement, pourront jouer 2 heures, 2h10, 2h15, au gré des nécessités. Donc, je reviens sur mes Qataris. Une fois qu'ils ont eu vidé le stade de ces réels supporters, ils ont essayé d'y amener un autre public qui est très compliqué à contester pour moi, parce que j'aimerais qu'on soit qu'entre supporters un peu bas du front, un peu bornés, qui chantent et qui insultent pendant 2 heures, mais difficile d'empêcher un père de famille d'emmener ses enfants voir un match ou de lui dire non, c'est pas pour toi le stade. Et en plus, les tarifs ont quand même beaucoup augmenté accessoirement. Donc il y a eu toute une dimension populaire qui s'est perdue, mais en même temps, ils ont acheté les plus grands joueurs du monde. Dans le cas de Mbappé, on l'a acheté sur pied presque. Il n'était pas fini de pousser qu'on l'avait déjà acheté. Et je pense que PSG doit être aujourd'hui peut-être objectivement le club le plus riche du monde, puisqu'il a les fonds du Qatar. C'est-à-dire que c'est vraiment la marotte du prince régnant. Et je pense que c'est à fond perdu. Je pense que quand ils achètent Neymar, que ça soit 220 millions, 410, 708, c'est pareil. Ils ont perdu, c'est des budgets de com. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour l'investisseur. Ils ne calculent pas. Le Real Madrid est très riche et très endetté, mais régulièrement le roi appure les dettes du Real. Bon, il y a des espèces d'arrangements comme cela. Platini, en arrivant à la tête de l'UEFA, a essayé de moraliser d'une certaine façon en imposant un fair play financier. Enfin, c'est très hypocrite, puisque les clubs savent très bien contourner. C'est-à-dire Mbappé, par exemple, l'année dernière, il était prêté à PSG. C'est cette année qu'ils le payent. C'est comme ils achetaient Neymar l'année dernière, 220 millions plus 180, ils sortaient des clous. Ben, ils n'ont pas laissé Mbappé à Monaco. Ils ont fait signer Mbappé un prêt. Donc il est possible de contourner toutes les législations, et il n'y en a pas beaucoup mises en place pour moraliser ou pour, j'allais dire régulariser, mais c'est une bulle économique en permanente croissance. Il faut songer que l'Asie et l'Afrique
commence à rentrer dans les boucles financières, qu'en Chine, on parie sur des matchs de foot de deuxième division anglaise, etc. Donc, il est à parier quand même qu'il va y avoir beaucoup plus d'argent encore. En Chine, ils parient surtout, mais ils se mettent surtout beaucoup à jouer au foot aussi. En plus, oui, bien sûr. Ben, quand PSG a fait une tournée en Chine là, pendant un moment, Mbappé qui a fait une Coupe du Monde fabuleuse, qui fait que tous les Français aiment Mbappé, quand ils sont arrivés en Chine, la star c'était Neymar. Mbappé est passé au deuxième plan, même s'il venait de gagner la Coupe du Monde en étant très brillant. Bon, les maillots qui se sont vendus, c'est ceux de Neymar. D'ailleurs, j'ai lu hier soir que PSG a vendu en 2017-2018 900 000 maillots. À 120 € le maillot. Là, tu vois, finalement, l'investissement... Il y a un retour sur investissement évident. Et le livre essaye de trouver un espace pour le sport, pour la passion, au milieu de toutes ces réalités qui ne m'échappent pas et depuis très longtemps. Quand j'étais gamin, je savais que PSG était supposé être le plus riche, mais en fait il était surtout le plus soupçonné d'être le plus riche, parce que dans les faits, il est rarement le plus gros budget du championnat de France. Mais c'est une idée forte, en province comme à Paris. C'est-à-dire, nous, on est fiers bêtement de penser qu'on est les plus riches, les plus forts, etc. Alors qu'à la même époque, très souvent, Bordeaux ou Saint-Étienne ont plus d'argent réellement. Aujourd'hui, PSG est devenu exactement ce dont je rêvais quand j'avais 13 ans. C'est-à-dire un club écrasant qui achète tous les meilleurs joueurs et qui domine outrageusement. Et c'est naïf, mais ce dont je rêvais quand j'ai 13 ans, c'est pas loin d'être un cauchemar aujourd'hui. Parce que ça fait en plus un championnat de France très ennuyeux, à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il y a PSG dont on se demande s'ils vont gagner 38 matchs ou 31 seulement. Et c'est ennuyeux pour tout le monde. Ça finit même par susciter chez les journalistes une espèce de rancune permanente parce qu'ils sont obligés de parler de PSG. C'est le club où on achète le plus de joueurs, on vend le plus de maillots. C'est le club qui excite les gamins. On va dans la rue, n'importe où, le maillot que les gamins portent aujourd'hui, c'est le maillot de PSG. Que leurs parents ont payé 120 €. Alors, pour que leurs gamins fassent la pub de Fly Emirates quand même. Parce que la moindre des perversités de notre époque, c'est au minimum celle-là. Nous payons des maillots de foot, une fortune, pour que des sponsors bénéficient du travail de nos enfants, quand même, qui génèrent de la richesse d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai essayé de garder un fil passionnel tout du long. Quand je vais au parc aujourd'hui, je suis quand même encore très supporter, donc j'insulte très volontiers les joueurs de mon équipe d'ailleurs, parce que j'insulte très peu les joueurs de l'équipe adverse. J'ai rien à leur reprocher, ils sont adversaires. Mais même ça, on l'a un peu perdu. Je raconte dans le livre que dans les premiers temps où je parlais à mon beau-fils, je lui disais, tu verras, c'est un endroit où tu peux insulter tout le monde, personne ne te dira rien, c'est normal. Et en fait, c'est devenu faux. La deuxième fois où je l'ai emmené, il a esquissé un enculé avec sa petite voix. Il y a deux personnes devant qui se sont retournées pour le gourmander visuellement, et puis moi ensuite pour me faire la morale en me disant il faut empêcher ton gamin de dire des grossièretés. Alors que pour moi, le stade était un des endroits où on pouvait dire des choses comme ça sans conséquence. C'est-à-dire quand on en sort, c'est fini, on reprend tous le même métro, et on se met pas sur la gueule, si je puis dire. Maintenant, c'est moins simple. Il me faut pondérer ça du fait que, depuis qu'il y a les Qataris, il y avait presque plus de public, au sens du supporter. Le stade est rempli, mais il n'y avait plus de chants de supporters. Et à un moment, ça a manqué à tout le monde. C'est-à-dire que c'est devenu même un lieu commun dans les émissions consacrées au foot de regretter qu'au parc, il n'y ait plus aucune ambiance, plus aucun chant de supporters. Donc là, on est en train, les Qataris, je crois, essayent de manœuvrer. Une des 2 tribunes populaires historiques, j'y suis allé il y a 15 jours, la tribune Auteuil a retrouvé des couleurs. Il y a même eu des fumigènes, alors que c'est interdit par toutes les législations. Or, il n'y a rien de plus beau que des fumigènes quand on est dans un stade. À la télé, c'est pas bien parce que ça empêche de voir le jeu.
Mais dans le stade, c'est une impression énorme. Les explosions, enfin, je suis pas sûr que ce soit que ça élève intellectuellement, mais sur le plan humain, c'est une expérience très forte. Et quand il n'y a pas tout ça, ben, pour quelqu'un comme moi, peut-être que le foot à la télé, c'est mieux maintenant d'une certaine façon, parce que c'est très très bien filmé aujourd'hui. Chaque action est vue sous 3, 4, 5 angles différents. Alors qu'au stade, bon, ben voilà, quand l'action est terminée, si on ne l'a pas vue, il n'y a pas de ralenti. Voilà à peu près ce que je peux vous dire quant à ce que je souhaitais faire par rapport à PSG lui-même. Et le deuxième axe, c'est donc cette autobiographie qui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que gamin, quand je vais dans le Midi chez une de mes tantes en vacances, je suis un Parisien. Parce que si je leur dis que je viens de Savigny-sur-Orge, ça veut rien dire. Et donc, on passe notre temps, gamin, à être des Parisiens, mais de circonstances et de raccros. Parce que moi, je ne vis pas à Paris quand je suis petit. C'est très loin. Paris, c'est à 25 bornes, c'est à 5 ou 6 stations de RERC. Il n'y a que 2 RERC par heure qui vont à Paris, et à 22 heures, il n'y en a plus. Néanmoins, partout où on va en province, on est un Parisien. Et donc, j'ai essayé de tenir cette ligne-là, c'est-à-dire de rester tout du long ce banlieusard-là, qui regarde Paris comme si c'était à lui, alors que c'est pas à lui. La preuve, les supporters parisiens ont été complètement dépossédés du club pendant un moment, les associations de supporters, tout ce que je vous expliquais sur les associations de supporters cassées pour ne plus avoir de hooliganisme, etc. C'est malgré tout toujours un club, je le prétends du moins, de banlieusards, mais il est devenu cette espèce de grosse machine à gagner qui probablement gagnera la Coupe d'Europe dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Je ne sais pas, comme peut-être que le modèle serait Chelsea, qui a mis beaucoup d'argent et qui a fini par la gagner quand même, à un moment. Donc ça, avec l'éveil à la vie, si je puis dire, une année de vie en province, ce qui pour un jeune banlieusard parisianiste et idiot comme je pouvais l'être, a été une épreuve, parce que c'est pas simple d'être le seul Parisien dans un lycée des Basses-Alpes. En fait, c'est sans doute beaucoup plus simple que ce que je pensais, mais je croyais que c'était pas simple et je rendais ça encore plus compliqué par un comportement de Parisien. De Parisien, ouais. Et en forçant même l'accent par moment pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Et c'est pour ça que je dis d'un banlieusard qui se croit parisien. C'est que si n'importe quel type à Manosque m'avait dit « mais t'es pas un Parisien, t'es un trou du cul de Savigny », j'aurais rien eu à répondre. Mais c'est jamais venu, puisque quand on habite Savigny, on est parisien, dès qu'on est en province. Et donc, PSG a tout du long une très mauvaise image, et encore aujourd'hui, c'est pas réglé. On est passé d'équipe à supporters voyous à équipe très très riche qui achète tout. C'est pas plus simple à défendre. Et à la limite, c'était plus pratique pour moi de défendre les supporters populaires qu'aujourd'hui défendre les Qataris qui sont écrasants, un peu obscènes quand ils décident que Neymar et Mbappé, on les prend la même année, que c'est pas un problème, qu'il n'y a plus de problème. Tout est possible. On peut devenir le Gargantua du foot français pour commencer, en espérant l'être pour le foot européen, sachant que dans le même temps, les grands clubs européens, tous, je pense, projettent à court ou moyen terme un championnat européen des très grands clubs très riches. Parce qu'à un moment, je pense qu'ils s'ennuient tous. Je veux dire, en Angleterre, il y a 4-5 clubs forts, en Espagne, il y en a 3 ou 4. En France, pour l'instant, il n'y en a qu'un et demi, on va dire. Et qui les amis? Ben moi, je serais tenté de dire Monaco ces dernières années, bizarre, sportivement. Mais évidemment, Lyon ou Marseille ont des potentiels. J'imagine bien Marseille racheté d'ici pas très longtemps par quelqu'un d'aussi riche que les Qataris, alors quelle que soit l'origine, peut-être des Chinois, puisqu'ils ont pris des parts à Lyon. Il n'y a pas de raison que PSG soit le seul club français gorgé de pognon venu de l'extérieur.
Et il y a dans ce parcours de vie l'arrivée vers l'écriture, et qui donc se produit dans les années 90 et qui repousse PSG d'autant. J'ai jamais cessé de regarder quand même complètement les matchs, mais il y a eu un moment où il y avait d'autres choses plus importantes. Enfin, il y avait la littérature me prenait, l'histoire, la politique. Et à ce moment-là, j'ai jamais méprisé le foot, mais il s'est un peu éloigné de moi. Je l'ai regardé de loin. Ça correspondait pourtant au moment où PSG a gagné le championnat de France pour la deuxième fois en 94, au moment où il gagne la Coupe d'Europe en 96. Ça m'a laissé assez froid. Enfin, c'était pas le mien de PSG, c'est celui de Canal+, c'est celui de Rai, c'est celui d'autres gens et d'autres joueurs. Et quand j'y reviens dans les années 2000, c'est un PSG épouvantable où j'ai essayé de proposer une liste de tous les joueurs qu'il y a eu, enfin pas tous, mais de tout un tas de joueurs qui n'ont pas laissé des souvenirs impérissables, mais qui en même temps, pour moi, paradoxalement, renvoient à une époque, les années 2000, où le public parisien est admirable, parce que son équipe est au 36e dessous et le public est là. On dirait que c'est un peu l'histoire de PSG. Quand au début, il y a un peu d'argent et des vedettes, il n'y a pas de public. Quand le public vient, c'est une phase où il n'y a plus de vedettes. Là, aujourd'hui, on aboutit à une synthèse. Les Qataris ont rempli le parc. Les dernières fois, quand j'y suis allé, je ne peux pas contester qu'il y a 40 000 spectateurs à chacun des matchs, même pour jouer contre le SCO d'Angers. J'ai rien contre le SCO d'Angers, mais enfin, c'est pas un adversaire premier, etc. Il y avait 40 000 spectateurs au Parc des Princes. Alors je me retrouve un peu dans la position du vieux con qui a aimé une période où c'était plus raffiné, plus difficile, et qui aujourd'hui est obligé de se réjouir qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment son équipe tout en trouvant que c'est plus aussi bien qu'avant, qu'il y a beaucoup moins d'ambiance dans le stade, qu'il n'y a aucun suspense. Je vous l'annonce, normalement PSG sera champion cette année. Je sais pas, Monaco, il y a 2 ans, a réussi, parce que Jardim, l'entraîneur monégasque, est une espèce de sorcier. Non seulement Monaco valorise des joueurs de 18 ans et réussit des culbutes financières, ils achètent des joueurs à 200 ou 300 000 euros et en 2 ans, ils ont de quoi les revendre 10, 15, 20, 30 millions, parfois même plus. Dans le cas de Mbappé, n'en parlons pas, parce que je ne sais pas combien Mbappé a été acheté par Monaco, mais ils l'ont vendu 180 millions. Ça s'appelle valoriser comme il faut. Donc, quand dans les années 90, je me mets un peu à écrire, à lire, à devenir journaliste dans la presse musicale, je suis très éloigné du foot. J'y retourne par des gens avec qui je fais un journal, qui eux sont abonnés, et qui vont au parc très sérieusement, etc. Et là, j'y retrouve un bout de passion, mais trop tardive, c'est déjà fini. Je sais bien, dès cette époque-là, dès les années 2005-6, que plus jamais ça me fera le même effet que... Mais j'ai tort, parce que l'enfant, mon beau-fils, en arrivant dans ma vie, va me replonger, me remettre un peu... comme si j'avais le même âge que lui. Donc les matchs reprennent pas mal d'intensité pour moi, jusqu'au fameux 6-1 pris à Barcelone, qui fut très très douloureux. Et qui fait aujourd'hui encore que n'importe quelle vanne sur le sujet passe mal, que le cliché journalistique de la remontada est insupportable à entendre, que le cri de Paul Le Guen disant « non » au moment du 6e but de Barcelone, et qu'on entend chaque année dans un ou bêtisier ou dans un best-of, tout ça c'est très douloureux. Maintenant il me reste aujourd'hui ce rapport-là. Comme j'aimerais bien qu'il gagne, les défaites sont très pénibles. D'autant plus qu'elles n'ont plus de sens, on devrait tout gagner puisqu'on est les plus riches et qu'on a acheté les meilleurs joueurs. Voilà à peu près ce que je pourrais vous dire comme ça, en guise de présentation. Je ne sais pas s'il va y avoir une interview dans les vestiaires ou d'après-match, ou des questions peut-être. Non? Oui? Tout le monde... Alors, par rapport au livre, si j'ai bien compris, en fait, c'est un peu ton parcours. Tu as essayé d'intégrer en fait ton parcours de vie avec
toute cette histoire autour du PSG en y associant en fait beaucoup de références politiques, beaucoup de références d'actualité. Je voulais savoir, est-ce que tu as procédé par des interviews? Comment as-tu procédé en fait pour avoir toutes ces informations? Alors, bon, j'ai plutôt bonne mémoire, globalement, donc j'ai plus procédé à des vérifications, en définitive, vérifier que certains parallèles tiennent, enfin que, par exemple, je m'étais pas du tout avisé dans les années 80 que les skinheads qui étaient dans la Tribune Boulogne et dans l'émission de Christophe de Chavannes étaient parallèles au moment où, comme tu le rappelais tout à l'heure, où Mitterrand demande au président de Chêne d'inviter Le Pen. Jamais à l'époque je me serais dit tout ça va ensemble et forme un tout qui s'inscrit peut-être aussi dans un mouvement plus large de, pas dire de dépolitisation, parce que les fascistes et les skinheads c'est une question politique, mais ça devient, en fait c'est de mon point de vue, c'est une époque où les questions raciales se superposent jusqu'à se substituer aux questions sociales. Et donc, ces questions de racisme, antiracisme deviennent très prégnantes. Et alors aujourd'hui, on est à un point presque de saturation, quels que soient les domaines et les réseaux sociaux qu'on peut fréquenter. Et ça naît pour moi vraiment à cette époque-là. Mais ça, je m'en suis avisé en écrivant. C'est-à-dire en parallélisant par l'écriture, je me suis rendu compte que les années 80 étaient porteuses de tout ce qui suit. Alors, c'est une évidence, je veux dire, toutes les décennies portent, les décennies en germe, les décennies qui suivent, mais là, c'est vraiment très très marquant. Le fait que les émissions de débat, toutes ces questions-là, viennent sur ces sujets-là. Donc là, j'ai pas, par exemple, été re-regarder Les Ciels Montmardi, parce que je les ai très bien en tête d'époque. Je me rappelle très bien qu'il y avait des skins à la télé, je sais pas, 3 ou 4 fois par an. Il y avait Star à la barre, Ciel Montmardi, enfin il y avait 4-5 émissions où on était sûr d'entendre parler de PSG. Et nous, ça nous excitait beaucoup parce que, à la fois, on parlait des supporters parisiens, et je pense que d'une façon bêtement adolescente, ça nous flattait d'avoir l'impression de faire peur. Alors qu'en fait, aucun d'entre nous n'était skinhead, ne faisait partie de quoi que ce soit, mais ça rejaillissait et ça correspondait très bien à l'état adolescent, un peu éruptif, un peu épidermique, d'incompréhension, les gens ne nous aiment pas, de toute façon, ils ont décidé que nous étions ceci, cela. Donc, ça là-dessus, j'ai pas eu trop recours aux vérifications. En revanche, pour les matchs, ouais, il y a 2-3 sites de fanatiques. Alors je dis fanatiques là au sens favorable, hein, des gens qui sont dans PSG depuis 30 ans, 40 ans et qui font un boulot de fond qui est presque universitaire d'une certaine façon. Un en particulier s'appelle Histoire de PSG. Le type il a recensé tous les matchs depuis 1970. Donc c'est une mine pour quelqu'un qui est en train comme ça de reconstituer une époque. Bon, mais il y a des matchs que j'avais oubliés, d'autres dont j'avais oublié certains éléments. J'ai aussi beaucoup travaillé, et ça fait longtemps que je creuse cette question, à partir des archives YouTube, Dailymotion, etc. Parce que il me semble important, quand on écrit, de se réapproprier ce que l'image montre. J'adore regarder ces archives, mais il me semble qu'elles méritent d'être réutilisé. Alors, il y a tout un passage, par exemple, qui d'ailleurs me apporte un lot de surprises étonnants pour moi. J'ai repris un match qui est mythique pour les supporters parisiens des débuts, c'est-à-dire l'époque où PSG était vraiment pas très fort. C'est un match qui oppose PSG à la Juventus de Turin, qui était déjà très forte et dans laquelle évoluait Michel Platini. C'est au Parc des Princes en 1983. Et il y a une mi-temps pendant laquelle mon joueur préféré fait de PSG presque un rival de la Juventus de Turin. Bon, la Juve joue tranquille,
Et PSG, en jouant à 120 ou 130% au-dessus de son niveau, arrive à la mi-temps en menant, même je crois, 1-0. Et là, j'ai tenté quelque chose, c'est que ce match-là, on le trouve sur YouTube. Et en fait, je l'ai repris vraiment minute par minute, mais juste avec comme prisme Safet-Suzic, ce joueur, et ça donne peut-être 25 pages qui racontent le match. Ce qui est très étonnant pour moi, c'est que je pensais que c'était 25 pages qui ne satisferaient que les vieux supporters parisiens comme moi, qui allaient adorer, se vautrer un peu complaisamment dans la nostalgie, la mélancolie. Et en fait, de la part de pas mal de footeux et de la part de pas mal de supporters de PSG, j'ai eu le retour inverse, c'est-à-dire ils ont trouvé ça un peu long, alors que les gens qui sont pas du foot et à qui j'aurais dit faut pas hésiter à passer, si c'est long, faut sauter. Ben non, parce que ça permet de rentrer un peu dans la dramaturgie du foot, dans son vocabulaire et dans le point de vue que peut avoir un supporter sérieux, entre guillemets. Même si tout ça, moi, c'est un peu délirant, hein, j'en rajoute dans les métaphores, dans les superlatifs, etc. Je le fais vraiment comme un supporter. Quand je parle de Suzic, je dis le maestro, enfin tous les termes journalistiques flatteurs que j'ai pu lire dans toute ma vie, j'ai essayé aussi de les réutiliser là. Donc là, les archives et la précision ont joué. Pour le reste, sur le contexte, pas trop, si ce n'est, et ça t'intéressera, pareil en écrivant, je me disais, ce que je vous expliquais sur Canal+, qui achète le club, ça correspond aussi, les années 90, à l'émergence de tout un tas de choses esthétiques, mais aussi commerciales, hein, comme la world music, le rap. Tout ça arrive dans la même décennie en France. Alors il y a divers vecteurs, il y a Radio Nova, il y a Canal+, et il y a beaucoup le rap. Mais comme le rap a longtemps été confiné, les gens qui écoutaient du rap savaient qu'ils étaient nombreux à en écouter. À l'extérieur, on s'en rendait peut-être pas forcément compte. Et je me suis avisé que dans la même période, 94-95, dans le schéma politique, on exige dorénavant des médias de diffusion qu'ils diffusent, je crois que c'était 40% de quota de création française. Et ça correspond pile au moment où, jusque-là, les équipes avaient droit à 2 ou 3 joueurs étrangers par effectif. Et en 1995, suite à Maastricht et à la mise en place de l'Europe, sur un plan institutionnel, il y a un joueur de football hollandais qui s'appelait Johnny Bosman et qui a joué le droit du travail contre les pratiques dans le football. Et donc, lui, il a réussi à faire admettre par la Cour européenne que si l'Europe était un espace économique et politique en soi, eh bien, un Hollandais n'était plus un étranger en Belgique, en France, en Allemagne. Et donc, ça a complètement, et je pense que c'est d'avant-garde pour ce qui arrive aujourd'hui. Toutes les législations nationales ont explosé à partir de l'arrêt Bosman. Et ça fait aussi tout d'un coup énormément d'argent en plus insufflé dans le sport. Bon, ça va avec des droits télé qui augmentent, avec une multiplication des chaînes dédiées au foot, etc. Mais dans la période 94-95, le rap s'impose parce que des radios sont obligées de diffuser de la musique française et que le rock français dans les années 90, c'est vraiment une vue de l'esprit. La variété française est usée par les années 70-80. Moi, quand j'étais petit, Sardou, Michel Delpech, j'ai l'impression de les avoir vus tous les samedis soirs. Et ils n'ont pas survécu aux années 80. Et en 90, il n'y a pas tellement d'autres musiques fabriquées en France par des Français et qui s'expriment en français, qui puissent occuper une antenne, qui puissent tenir lieu de musique. Et c'est là que le rap explose. D'expérience, il y a peut-être 200 groupes de rap français en 1990. Et il doit y en avoir 3 ou 4 000 en l'an 2000. En 1995, Skyrock, 94, je sais plus, Skyrock, qui était une radio qui, comme son nom l'indique, diffusait du rock, et même plutôt de la new wave à l'époque.
les Pixies, des groupes comme ça. Du jour au lendemain... C'est la mode de l'époque. C'est ça. Du jour au lendemain, ils passent au rap. Et ils deviennent, comme le dit leur slogan, premiers sur le rap. Et en 2000, moi je travaille dans la presse rap, et il est notoire que quand on veut faire un disque d'or, à coup sûr, on paye pour être dans l'émission de Skyrock qui s'appelle Planète Rap, chaque soir de la semaine pendant 1 heure, et le vendredi soir, on a vendu 100 000 albums. Et le rap est à ce moment-là, et est toujours la vache à lait des autres musiques, sans avoir aucune reconnaissance culturelle, médiatique, etc. Il y a une émission rap dans l'histoire du Hertzien, qui s'appelle Rapline. Et ce qui est drôle, c'est l'ironie, c'est qu'elle démarre en 90 et elle s'arrête en 93 parce que M6 ne sait pas trop pourquoi la continuer. Ils n'ont pas l'impression qu'il y a une appétence particulière. Ils ont l'impression d'avoir à peu près rempli ce qu'il y avait à remplir. Et puis il y a la loi Toubon qui amène ses 40% de création française et donc la Skyrock emporte le pactole. Et tout ça, c'est à la même période. Et si la tribune Boulogne, qui était donc plutôt blanche, était rock, ou on appelait ça à l'époque la musique oi, parce que les skinheads, c'est compliqué, il y a des skinheads rouges au départ, il y a les skinheads normalement rouges écoutent du reggae. Donc malgré tout, ça reste rock and roll, et en face, Auteuil devient hip-hop. Et il y a les deux dans le stade. Et ça, par exemple, je m'en serais pas rendu, enfin, je me le serais pas dit aussi clairement s'il n'y avait pas fallu l'écrire. Je peux pas faire de lien technique, politique, économique entre tous ces facteurs, mais ils sont concomitants. Il y a l'arrêt Bosman qui libéralise le foot, la loi Toubon qui met le rap en avant. Le rap sert au Paris Saint-Germain à se refaire une virginité et un nouveau public. Tout ça, c'est dans la même décennie. Alors aujourd'hui, ça paraît un peu dérisoire parce que le rap est partout. Il n'y a pas une émission de télé dont le générique n'est pas fait, en fait, par un producteur de rap. À l'époque, on n'en est pas encore là. Mais il y a peut-être aussi quelque chose qui, moi, me touchait, la même défiance. Les rappeurs, au début, c'est vraiment comme les supporters de foot. C'est pour les autres, ce sont des bourrins. Ce sont vraiment des enfin, pas des cons, mais il n'y a pas une énorme estime pour le supporter de foot. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu différent parce que les joueurs de foot sont devenus beaux, ce qui est vraiment incontestable. Il y a un type comme Cristiano Ronaldo, c'est une icône de mode, il sert à des pubs partout dans le monde. Neymar, moi je sais plus, Neymar, c'est un manga, il a des traits parfaitement dessinés. Enfin, je pense qu'on aura bientôt des joueurs qui se referont le nez. Enfin, il y aura aussi tout ça parce que leur corps a une valeur marchande. Ça, c'est des dimensions que j'ai pas plus explorées que ça parce que c'est devant moi. C'est en même temps, j'essaye de m'y retrouver là-dedans. Parce que Neymar est une gravure de mode, mais c'est un joueur sublime, c'est un joueur extraordinaire aussi. Et qu'on ne peut pas le condamner sous prétexte qu'il est une poupée qui rapporte beaucoup de fric à beaucoup de gens. C'est quand même un immense joueur de foot. C'est pas un faux joueur. Genre Mbappé, c'est un génie. Je parle sous contrôle de... Je pense qu'Mbappé, ouais, il faut au moins Platini ou Zidane pour retrouver aussi bien et aussi fort dans le football français. C'est très perturbant pour moi de penser qu'au moment où le foot devrait être nul, puisque rempli d'argent, immoral, patati patata, il y a des très grands joueurs. Ça joue parfois très 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 bien au foot aujourd'hui. Même si c'est plus le foot que j'ai pu apprécier. Donc, pour tout ça, j'ai un peu relu, mais pas trop. J'ai revu des images. J'ai aussi beaucoup découvert, mais ça faisait plusieurs années que je le faisais, que sur YouTube et sur Dailymotion, il y a des espèces de... Pour moi, c'est des moines, des types qui font des montages incroyables d'exploits techniques, qui font un travail presque de journaliste, mais freestyle et sans rédaction. Ils font des montages, je sais pas moi... c'est quoi l'expression? Vous pouvez mettre le nom de n'importe quel grand joueur et vous mettez skills à côté. Là, pour tous les joueurs grands et importants, il y a des montages de 10-12 minutes
c'est exactement ce dont je rêvais quand j'étais gamin. C'est-à-dire si j'avais pu à ce moment-là avoir des montages comme ça qui détruisent un peu le foot, parce que c'est pas comme un match, il n'y a pas tous les enjeux, mais qui permettent aux individus joueurs, qui nous permettent de les voir plus individuellement. On va dire donc ça, oui, ça j'en ai, parce que j'aime cette idée que certains joueurs de foot sont très individualistes, et même si on gagne à 11, on perd à 11, dans presque toutes les équipes, il y a un ou deux joueurs qui ont tous les droits. Ça aussi, ça traverse le livre, c'est que toute ma vie, j'ai aimé les joueurs comme ça, et qu'arrivé à bientôt 50 ans, j'aime les joueurs comme Cavani, qui est le contraire de ça, qui n'est pas virtuose du tout, qui est très humble, qui a vraiment un état d'esprit au-dessus de tout soupçon. À titre d'exemple, quand PSG a pris 6-1 à Barcelone, la légende, ça a été douloureux, la légende dit que le lendemain ou le surlendemain, quand ils sont allés dans leur vestiaire au camp des loges à Saint-Germain, Cavani a écrit de sa main sur un des murs du vestiaire « humilité ». C'est un mot très étonnant au Paris Saint-Germain. Et Cavani porte ça, je pense qu'il y a 20 ans, je ne l'aurais même pas vu Cavani. J'aimais les Neymar, les joueurs comme ça, les joueurs un peu ténébreux, capricieux, sombres. Bon, aujourd'hui, en vieillissant, en ayant un enfant, etc., on arrive à trouver de l'intérêt dans des joueurs plus vertueux. Enfin, qui gagnent autant d'argent que les autres. Je serais curieux de savoir quelle est votre approche de la rivalité entre Paris et Marseille, parce que comme elle est apparue après le moment clé de votre fusion à un moment donné avec le club, est-ce que pour vous cette rivalité est artificielle, puisqu'elle tombe dans votre période creuse, ou est-ce qu'elle a un sens? Alors moi j'ai connu Marseille à une époque où il n'y avait aucun antagonisme entre les deux clubs. Dans les années 80, il faut que je sois parisien dans le Midi pour que ça chambre un peu, mais il n'y a pas de haine. D'autant plus que je crois que l'année où PSG est champion en 85-86, Marseille doit finir 13e, donc il n'y a pas... Je pense que l'explication donnée, je pense que ça doit être Riolo qui a dû dire ça, expliquer ça le premier. Je marche assez à l'artifice médiatique et économique, politique. Marseille avait besoin sportivement d'un challenger qui lui permette de s'éprouver. Parce qu'en Coupe d'Europe, il leur arrivait exactement ce qui arrive à PSG en ce moment. C'est-à-dire qu'ils dominaient le football français et en Coupe d'Europe, Tapi le disait fréquemment, voilà, on a, en demi-finale, en finale, on a encore des choses à apprendre. Et ils n'arrivaient pas à passer ce cap-là. Et une idée communément répandue à l'époque, c'est que c'est parce qu'ils n'avaient pas d'adversaire en France pour les stimuler. Donc, on dit que c'est à cet instant-là que l'affrontement PSG-Marseille est devenu très emblématique. Alors je ne sais pas, les gens que je connais qui sont allés au parc dans les années 90 continuent à être très anti-marseillais, alors même que pour moi ça a plus grand sens aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis en exergue de la deuxième partie une citation de Mbappé qui moi m'a fait vraiment beaucoup impressionner la saison dernière pendant le Classico à Marseille. Il y a 2-2. PSG fait un match très quelconque. Neymar est complètement à la rue. Et c'est Cavani qui, à la dernière seconde, marque un coup franc. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que déclare Mbappé juste après. Parce qu'on lui reproche de ne pas avoir très bien joué, de ne pas s'être investi à 100%, alors qu'en principe, un joueur parisien, au moment de jouer contre l'OM, devrait être sublimé. Et Mbappé dit en gros, quand j'ai signé à Paris, on m'a fait signer pour gagner des titres, pas pour battre l'OM, pas pour gagner le Classico. Et je me rappelle très bien des réactions de gens un peu plus âgés que moi, là je pense par exemple à Didier Roustan, sur l'équipe 21, qui est très scandalisé par cette phrase, parce que ça nous renvoie, tous ceux qui viennent d'un temps où le PSG-OM était le pivot de l'année, c'est fini ce temps-là. Si PSG grandit,
le rendez-vous de l'année, ben, c'est PSG, là ça va être comment dire, PSG Liverpool, ou Naples, ou le Barça, ou le Real. Et à la limite, le match contre l'OM devient un entraînement contre ces équipes-là. Et aujourd'hui, PSG aurait besoin d'un affrontement aussi dur que ceux des années 90, peut-être pour passer un cap en Coupe d'Europe. Alors, une fois ça posé, moi j'ai... Bon, il y a toujours eu des chambrettes avec les Marseillais, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, partout. J'y succombe encore de temps en temps parce que j'ai mauvais esprit, que j'adore ce genre de joute verbale et que je connais aussi des supporters marseillais de très bonne qualité, très drôles, qui sont vraiment capables. Il y a des banderoles marseillaises anti-parisiennes qui font l'admiration des supporters parisiens parce qu'elles sont très bien foutues, très drôles, ils sont largement d'aussi mauvaise foi, ils ont autant de talent dans le supportariat que les Parisiens. Il y a un jeune type qui s'appelle Mohamed Eni, je vous le recommande, il est sur YouTube. Après chaque match de l'OM, il fait des sorties, il insulte tous les joueurs marseillais parce qu'ils n'ont jamais été à la hauteur de ce que lui espère. Alors peut-être il y a 20 ans, j'aurais haï ce jeune type, aujourd'hui j'ai une certaine tendresse pour lui. Et l'affrontement PSG-Marseille aujourd'hui me semble un peu anachronique en termes de haine et de passion. Et puis surtout, je le dis dans le livre, pour un Parisien, Marseille a gagné la Coupe d'Europe et pas Paris. Tout dépend de quelle Coupe d'Europe on parle. Ah, il n'y en a qu'une, la Ligue des Champions. Ils l'ont gagnée. Oui, mais un mot quand même, parce que j'ai vu ça de l'extérieur, mais oui, c'était complètement fabriqué pour des tas de raisons, mais là, il faudrait développer longuement. Il ne faut pas oublier, le mot a été prononcé, que les années 80, c'est aussi l'époque on n'avait pas les start-upers à l'époque, mais on avait des Bernard Tapie, qui étaient montés en épingle, y compris par Mitterrand. Hein. Et il a quand même été ministre de la ville. Distributeur de ballons. Donc, il y aurait beaucoup à dire, mais évidemment, c'était complètement contingent. Tu as d'ailleurs, même si tu ne l'as pas clarifié, spontanément, tu mets en lumière toutes ces contingences sociales, économiques et politiques en rapport avec l'histoire du PSG, donc il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais enfin sur la rivalité Marseille-Paris, elle renvoie à beaucoup d'autres choses, et sinon la rivalité entre les supporters résulte de ça, elle est complètement fabriquée, comme le reste d'ailleurs, oui, parce qu'il y a à pas... l'époque. Normalement, un derby... Mais elle était utile et nécessaire, idéologiquement, politiquement, socialement, à la classe dirigeante à l'époque. Parce que tout ça, c'est quand même des gros sous. Ça commençait déjà à être des gros sous à l'époque, c'est d'ailleurs pour ça qu'on y retrouve tapis. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant de fabriquer ce genre de récit, comme on dit aujourd'hui, ou de narratif, puisqu'on parle comme les Américains. Storytelling. Ils disent plus storytelling, c'est narratif. Narratif. Oui, bien sûr. Bon, je vous laisse 30 secondes pour réfléchir à une question. Est-ce que tu parles de Jules Bocandé dans ton livre? Parce que pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Oui, mais alors, le problème de Bocandé à Paris, c'est qu'il a été bon qu'au tournoi de Paris. C'est-à-dire au mois de juillet. Il a marqué 4 buts en un match. On a pensé qu'on avait acheté. Voilà. Mais en fait, attends, je fais ça. Mais oui. quand il est revenu avec Nice à Paris, ben... Il a marqué. Oui, Paris avait pris 4, je crois que c'est pour ça que tu as qu'il oublié. veut l'oublier. Alors, sur le chef, sur le C'est en quelle année ça 86. C'est au siècle dernier. Et oui, c'était au siècle dernier, absolument. Quand tu veux. Ça, c'est peut-être pas sur Facebook, c'est plus sur... Facebook, c'est plus sur... J'espère bien. Bon, on va peut-être arriver à une conclusion là. Non, je vais quand même oui, dire un mot vas-y, sur excuse-moi Bocandé. sur Bocandé. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est vraiment Bocandé, c'est mon PSG, c'est celui des années 80. En 85-86, PSG est champion.
C'est une année où je suis dans le Midi. C'est le drame. Le premier titre, je ne l'ai pas vécu. Et PSG est champion avec en pointe Dominique Rocheteau qui marque, je crois, 19 buts ou 23 buts. Enfin, il est parmi les 3-4 meilleurs buteurs du championnat. Au lieu, à cette époque-là, de renforcer cette équipe, le bon président Borelli achète 3 autres avant-centres. Jules Bocandé, Vahid Halilhodžić et Daniel Xuereb, qu'il amène de Lens dans ses bagages. Donc, pour mettre en confiance le buteur Dominique Rocheteau, on achète 3 rivaux. Résultat des courses, personne n'a marqué l'année suivante. Jules Bocandé a été bousillé à Paris. Alors, j'ai pas le détail de tout. Je l'ai vu à l'entraînement. Il était extraordinaire physiquement. Même lui, c'était un joueur d'avant-garde pour l'époque, parce qu'il avait un physique bien supérieur à tous les autres joueurs. Personne n'était costaud, avait une telle puissance. Je l'ai vu marquer ses 4 buts au tournoi de Paris. Je pense que c'est contre le Sporting de Lisbonne. Mais après, dans la saison, il a marqué en tout 4 buts. Ça a été une très grande déception, mais il a été gâché à Paris. Parce que si on l'avait acheté et si on l'avait fait évoluer dans un contexte favorable, on ne peut pas avoir marqué 25 buts à Metz comme il l'avait fait et pas en marquer autant à Paris. D'autant que, comme tu l'as dit, après à Nice, il n'a pas été nul. Mais il y a cette phase-là, je suis incapable de t'expliquer, et je pense que Borelli, de son vivant, aurait été incapable d'expliquer pourquoi, tu vois, acheter ces joueurs pour les faire s'annuler. Pour Mawad Wade, qui a été le sélectionneur sénégalais, Bocandé à Paris avait été victime d'un complot yougoslave. C'est très possible. Bon, après, non, mais... Suzik refusait de lui faire la passe, Halilhodžić ne jouait pas avec lui. Ça, je le crois sans discussion. Non, mais il y a aussi toutes ces dimensions un peu plus humaines, réelles. Je veux dire, en plus, Suzik avait très très mauvais caractère. C'est pas il choisissait effectivement les joueurs avec qui il jouait. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Tu vois, par exemple, Daleb est la première grande star parisienne avec un joueur qu'on a oublié qui s'appelait Joao Alves, mais qui a joué qu'une année. Et eu à Paris, Alves et Ardiles, un joueur argentin, c'est des stars internationales, mais qui sont très peu restés. Ardiles était venu à cause des Malouines, il ne voulait plus jouer en Angleterre, mais il a fait même pas 1 an à Paris et il est reparti à Tottenham où on le réclamait. Mais Daleb a été un peu squeezé par Suzik, parce qu'on l'a fait venir, c'était le premier joueur payé, je crois, 50 briques par mois, c'est ce qu'on disait, enfin 500 000 francs. C'était le premier joueur qui touchait autant. Et donc fatalement que le reste de l'équipe était à son service. Et moi j'aime beaucoup Suzik, donc tout ça m'est passé au-dessus de la tête ou m'arrangeait. Mais dans le cas Bocandé, ça s'est pas bien fait. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, parce que c'était vraiment un grand joueur. Mais pour autant, Suzik s'entendait très bien avec Toko, qui était tchadien. Je vais interrompre parce que vous allez pouvoir poursuivre la discussion autour d'un verre que je vais servir. Parce à moins qu'il y ait une question ou que tu veuilles faire une conclusion sur l'ouvrage à usage des futurs lecteurs pour clore la partie vidéo qui sera diffusée. Et les débats pointus entre spécialistes et experts des footeux et des différentes périodes du PSG, vous pourrez les poursuivre ensuite. Non, comme conclusion, je ne sais pas trop ce que je pourrais ajouter. Je n'ai pas de... Quoi dire non, je sais... Si, oui, la fin du livre est vouée à ce que je vous racontais au début, la transmission au beau-fils, en se demandant tout du long si on lui transmet une passion favorable ou une maladie. Parce qu'on peut être très malheureux à cause du foot quand on a 13-14 ans, et qu'il m'arrive souvent de me demander oui, et même après, si je me demande vraiment pour la première fois de ma vie si j'aurais pas mieux fait parfois de le laisser faire du judo, de la course à pied, des disciplines plus sereines.
Et c'est l'occasion Parce de... qu'ils ne se contentent pas d'aller au... Ah c'est un non, truc qu'on n'a pas abordé, c'est que on parle des supporters, mais toi je ne sais pas, mais lui il joue au foot. Ah oui, oui. J'ai joué moi un peu en club, mais j'essaie d'analyser ça un peu dans le livre, disant que moi j'ai trop joué dans la cour de récréation et dans la rue. Comme nous tous. Ça donne des... Ça fait pas des joueurs de foot. Ça fait des gens qui peuvent faire du freestyle, 250 jongles, des dribbles incroyables et tout ça, mais sur le terrain de foot, dans le cadre collectif et tactique, ça marche jamais. Et moi, je suis allé en club quand j'avais 12-13 ans, c'était trop tard. C'est-à-dire que la discipline qui gouverne, je pouvais plus l'accepter. Donc je me planquais pendant les échauffements, on allait fumer au lieu de courir autour du terrain. Et après, tu n'as plus joué. Et après, peu à peu, j'ai arrêté. Parce que je trouvais qu'en allant jouer avec les copains, c'était pareil. Alors que lui, il est allé à l'école. Enfin, ça s'appelle plus l'école de foot, mais enfin l'équivalent. Il a commencé vraiment en U9, Under 9, c'est ça que ça veut dire. Je l'ai vu jouer sur des demi-terrains, tu vois, puis passer ensuite, quand il a été en U13, il passe sur le grand terrain à 11. Et là, j'ai vu quand même, il y a des choses très... C'est à noter, je le dis dans le livre, que le contenu des entraînements est de 1 milliard de fois supérieur aujourd'hui. C'est un phénomène global. Les joueurs de foot sont plus intelligents quant au foot parce qu'ils ont vu beaucoup plus de matchs. Moi, quand j'étais gosse, je voyais 10-12 matchs par an. Et on ne les revoyait pas sous tous les angles. Donc c'est très compliqué de se cultiver footballistiquement en voyant des matchs. Un gamin comme Mbappé il a dû voir depuis 15 ans 200 matchs par an, peut-être même plus. Donc il a une... En plus, lui est spécialement brillant, mais il a une compréhension de tactique et technique du foot très supérieure à la nôtre. Et les entraînements, le contenu des entraînements, moi quand j'étais petit, c'était 2 touches de balle, l'entraînement, c'est tout. On nous mettait 10 d'un côté, 10 de l'autre, interdiction de dribbler, soi-disant pour développer le jeu collectif. Mais les entraîneurs, ils faisaient un peu de la garderie, ils aimaient bien picoler un peu, enfin c'est encore un peu bon enfant. Là aujourd'hui, même dans le petit club où il a commencé à Romainville, il n'y a qu'un seul terrain, etc. Mais c'est très sérieux. Il y a un entraînement pour les gardiens 1 fois par semaine. Dès l'âge de 9-10 ans, il travaillait des phases de jeu que moi, même en cadet, j'ai jamais travaillé. Donc ça, par exemple, c'est un bénéfice de notre époque. Le contenu intelligent du football s'est beaucoup développé. Et lui, il pensait être, quand il était petit, un ailier gauche ou quelque chose comme ça, puis finalement il est devenu goal. Et goal, pour moi, ça déclenche une admiration incroyable. C'est vraiment le poste, peut-être le plus glorieux, en fait, le plus héroïque. Les autres, bon, le gardien est vraiment seul, il participe jamais tout à fait à la même fête que tous les autres. Enfin là je vais énoncer des clichés de foot, quoi. C'est-à-dire c'est toujours lui le responsable quand on perd, etc. Et j'étais très admiratif de lui en me disant il a vraiment une richesse intérieure importante pour accepter ce rôle-là qui ne permet pas de flamber devant les filles. Gardien, c'est moins bien que numéro 10 ou buteur. Ça dépend lesquels. C'est vrai. Tu vois Gigi Buffon et quelques autres. Bon. Même Yachine, dans le temps, je pense qu'il avait du succès avec les non, mais dames. pour le côté mondain, voilà. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut conclure donc finalement, la seule chose que tu viens d'évoquer, c'est que si on rapporte à la transmission, à la génération donc d'après, il y a quand même une chose que tu as oublié de souligner, c'est que par rapport aux autres sports dont finalement tu ne l'as peut-être pas dissuadé, mais tu ne l'as pas encouragé, ce ne sont pas des sports collectifs. C'est vrai. Contrairement au foot. Non mais tu as parfaitement raison. C'est quand même un que... aspect essentiel en tant que sport. Tu as parfaitement raison. Comme moi, j'ai détesté aller au stade très vite. Je vais être très court, notamment pour avoir été au Parc des Princes il y a très longtemps, peut-être même avant toi. Mais il y avait déjà le PSG, donc peut-être au même moment. Mais je l'avais connu avant. Et en revanche, j'ai toujours joué au foot depuis ma plus tendre enfance, y compris parfois dans des clubs amateurs, et tous les dimanches jusqu'à seulement 2-3 ans.
Et j'avais une sainte horreur d'aller assister au match. Mais je ne vais pas développer ça. Mais ce qui, en termes de pratique, et je t'invite donc à conclure là-dessus, c'est le côté que c'est un jeu, le foot, et qui se joue à plusieurs. Au moins autant qu'un sport. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Tu as d'autant plus raison que, par la force des choses, il se retrouve, il a beau avoir un grand frère, mais qui ne vit plus à la maison, il se retrouve comme un enfant vieux unique. Et moi, j'avais très très peur de ça. Et dans le foot, je voyais quand même, peut-être pas une école de vie, il ne faut pas exagérer, mais cette idée de on gagne à 11, on perd à 11. Il y a un rapport social. Il y a un rapport social très fort, et aussi de mesurer toujours que ce que tu fais est incident. Et ce que les autres font est incident. Et que ça marche sans marcher, c'est pas toujours vrai. Il y a des gamins qui continuent à jouer au foot comme si c'était un sport individuel. Mais sur lui, je suis assez content de ce résultat-là. C'est qu'il fait partie d'une équipe. Il se voit pas, il joue pas au foot tout seul. Et il l'envisage pas tout seul. Et il n'a pas ce rapport individuel narcissique presque au foot. Pour lui, c'est vraiment un truc de copain, d'abord, et puis maintenant de coéquipier, parce qu'ils ne sont pas forcément tous potes, mais l'intérêt collectif, l'intérêt de l'équipe, etc., ça, il l'a sans y réfléchir. Et ça, je le dois, moi, depuis ma position, au club de foot. C'est le club de foot qui a fait ça, c'est pas moi. Donc, indépendamment de toute autre considération, es-tu d'accord pour conclure sur le fait qu'il faut encourager les gamins à jouer au foot plutôt qu'à beaucoup d'autres choses, notamment aux jeux vidéo par exemple? Parfaitement d'accord. Voilà, j'étais un petit peu sollicité, mais bon, c'était pour... Et puis comme je suis nul en jeux vidéo, je suis d'accord. Bon, et bien écoute, merci. Merci à tous, bravo. Je voulais dire un truc, bravo. En fait, moi, Grégory, je le connais, c'est mon ami. Je l'ai connu donc par la politique, je ne suis pas foot du tout. Le foot respire chez moi respire le foot, mes filles aiment le foot, mon mari est foot. Et donc je me suis dit, oh là là, encore un livre de foot. Et vraiment, je trouve que même quand on n'aime pas le foot, ce livre est intéressant parce que il est très littéraire, il est super bien écrit. Et pour moi, le foot est un prétexte pour se raconter, et c'est très touchant comme livre. Donc même si on n'aime pas le foot, on peut l'acheter. Ah, voilà une bonne conclusion. Donc bravo également à la lectrice. C'est ce que j'allais dire. Juste un mot aussi, quelque chose que je voulais dire, parce que moi je suis dans le foot évidemment. Hein. Je suis dans le foot, je vis du foot, avec le foot, et je respire le foot. Ouais, moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, tout autant que le foot lui-même, parce que moi je suis dedans, donc c'est pas quelque chose qui me touchera plus que ça, sauf l'amour que tu peux développer pour le football, évidemment, hein, ça c'est autre chose, mais c'est le contexte général, c'est autre chose, c'est quasiment la deuxième partie plus que la première, c'est-à-dire quand je ressens en moi ta vision de la société, le foot est un prétexte pour parler de cette vision de la société, le rapport à ton beau-fils, etc. Et pour moi, c'est la profondeur finalement du livre qui m'a vachement touché et intéressé, parce que c'est plus fort à mon avis que simplement le football. Le football, c'est un prétexte pour ça, mais c'est un prétexte pour comprendre la société, pour s'y inscrire, et puis voir se développer à la fois soi-même et puis tout ce qui nous entoure. Et moi, j'ai trouvé ça franchement chapeau, j'ai adoré. Je dis pas ça parce qu'on se connaît, hein, sinon j'aurais rien dit simplement. C'est vrai qu'on aurait l'écouter, hein, c'était plus simple. Mais quand j'ai fini le bouquin, c'est surtout ça moi, qui m'a touché. Et c'est pour ça que la deuxième partie, d'une certaine manière, tu parlais tout à l'heure des longues pages sur. Moi, à la rigueur, j'adhère pas complètement là-dedans. Ça n'a pas été mon. C'est pas ce que j'ai préféré. Et, mais c'est tout le reste. Mais je peux le comprendre. Donc je comprends pourquoi tu as voulu le faire. Et puis ça, c'est aussi le principe de l'écrivain. C'est qu'à un moment, toi, tu veux accompagner quelque chose et c'est ta volonté de le faire. Ça plaît pas. Les gens adhèrent moins. Ça c'est un autre débat. Après, ce qui est intéressant, évidemment, c'est la stylistique qui est bien trouvée. Donc ça, c'est toujours sympa à lire. Mais à l'arrière, au bout d'un certain nombre de pages, moi, ça sera arrêté. C'était pas, ça m'aurait rien fait de spécial. En revanche, tout le reste. Et puis c'est vrai que sur le style, là, ce côté-là, moi, ça me plaît. Et vraiment, je trouve le style est très très bon.
Ça devrait dépasser le cadre simplement du PSG. D'une certaine manière, il faudrait que ça dépasse ça. Hein. C'est que les gens se disent, tiens, je vais lire le bouquin. Ah ouais. Parce que là, tu es attiré pour le mec qui se dit, tiens, je suis supporter du PSG, donc il y a le PSG, etc. etc. Ça, à un moment, il faut bien aussi accrocher. Hein. Faut bien se faire connaître, faire vendre. Mais c'est pratiquement l'autre chose, c'est ce qu'il y a derrière. Hein. Derrière le mur qui t'offre encore plus de profondeur et d'épaisseur en bouquin. C'était un des enjeux amusants du point de vue de l'édition. C'est que où le mettre? Parce qu'il y avait, comme il est sorti juste avant la Coupe du Monde, il y avait des tables à la Fnac, chez les libraires, avec les livres de foot. Et alors, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met avec les livres de foot où il est insuffisant d'une certaine façon, parce que c'est pas une anthologie, il n'y a pas les fiches techniques de match, etc. Ou alors en littérature, et moi ça me faisait un peu peur qu'on le mette en littérature, enfin, des deux côtés. Bon, des fois, il a été dans les deux ensemble, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'enjeu était vraiment là, la définition. Parce que moi, C'est pas la collection, c'est une collection littéraire. Ben, c'est moi qui... Pareil, ça fait partie de l'enjeu, parce qu'il y avait possibilité de le faire hors collection. Moi, ça me faisait peur d'être hors collection. Enfin, j'ai choisi l'option littéraire, et après, je me disais, avec la Coupe du Monde, j'aurais peut-être mieux fait d'aller dans les... En tout cas, c'est une question qui s'est posée tout du long, qui n'est pas résolue pour moi. Mais je suis assez d'accord que c'est pas. Je suis pas sûr que le PSG soit le plus intéressant dedans, en soi. Ça l'est de fait pour te comprendre, de te connaître. Ouais, ouais. C'est important, c'est important. Mais moi, mais j'apprends rien aux gens sur PSG. Non, ça à la rigueur. C'est marrant parce que le fait de revisiter les souvenirs, c'est quand même sympa. Parce que moi, c'est aussi de mon époque, on est de la même génération, je suis légèrement plus vieux. Mais donc tout ça, c'est aussi un retour sur image. Et puis je revois des choses que j'ai appréciées, donc ça me touche, inévitablement. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est encore ce qui est après. Et ce qui est après, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Parce qu'un livre de souvenirs, ça n'a pas nécessairement de la profondeur. Tu peux aimer un livre de souvenirs parce que les souvenirs te touchent. Tu peux même dire un livre de souvenirs parce que tu estimes que c'est bien écrit. Mais si tu peux aimer un livre de souvenirs parce que ça te touche, que c'est bien écrit, et surtout parce que c'est profond, et là, ça devient intéressant. Et c'est là où tu accroches le lecteur. Et moi, je trouve que c'est là où c'est très fort dans ce livre. Et ben voilà. Alors, bravo à eux, bravo à toi. Merci. Bravo.